nous sommes réunis pour donner le coup d'envoi aux travaux du comité de coordination conjoint. Aussi, c'est avec infiniment de plaisir qu'au nom du gouvernement haïtien, je souhaite à vous tous la plus cordiale bienvenue. Permettez que de façon toute particulière, que je souligne la présence des représentants des ministères et des hauts cadres des deux nations qui, mieux que quiconque, peuvent mesurer les avancées de ce programme novateur. Je profite de l'occasion pour informer nos chers invités que ce programme de coopération binationale financé sur le 10e Fonds européen de développement, d'un montant de 50 millions d'euros, a pour objectif général, comme l'a dit le maître de cérémonie, de favoriser le développement d'Haïti et de la République dominicaine, en s'appuyant sur un processus d'intégration régionale qui tient compte des exigences de développement durable et des impératifs de réduction de la pauvreté. Je voudrais aussi saluer les partenaires non étatiques engagés dans la mise en œuvre de ce programme transfrontalier. Enfin, d'une manière générale, mes compliments vont à tous ceux qui, contre vents et marées d'un côté et de l'autre de la frontière, apportent leur pierre à la construction de cet édifice de coopération dont la pertinence s'impose à tous. Car, en ces temps où la paix est mise en péril par des radicaux déshumanisés, il est bon que ceux qui défendent les valeurs humaines universelles se consacrent avec détermination et conviction à la recherche de solutions à l'amiable. Mesdames, Messieurs, cette rencontre qui s'étale sur 2 jours a pour objectif de consolider la coordination du programme et le suivi de ses différentes composantes. Elle se propose aussi de passer en revue les recommandations du dernier comité de coordination conjoint ainsi que les résolutions du comité de pilotage de mars 2014. Seront ainsi dégagés des horizons communs de façon coordonnée pour promouvoir au niveau de la frontière commune les rapports de bon voisinage entre les deux peuples. Monsieur l'ordonnateur national de la République dominicaine, mon cher Antonio, je me rappelle encore de l'engagement que vous et moi avions pris lors de notre première rencontre à Bruxelles le 10 juin dernier, dans le cadre de la signature du programme indicatif régional, le 11e FED, celui de converger tous nos efforts pour la pleine et entière réussite de ce programme au profit de nos deux peuples partageant un même espace. Nous voilà aujourd'hui ensemble sur le chemin du respect de cet engagement. Je te remercie. Mesdames et messieurs, l'exercice qui nous rassemble est un maillon incontournable dans la progression de la mise en œuvre de ce programme, qui conduira hommes et femmes des deux côtés de l'île vers un domaine plus prospère, plus apaisant et certainement plus fraternel. Je voudrais, pour terminer ce propos ce matin, réitérer une fois de plus, au nom du gouvernement haïtien, mes remerciements à l'Union européenne qui, depuis 25 ans, affiche sa volonté de rester aux côtés d'Haïti sur la difficile et stimulante route de la paix et du développement socio-économique. À toutes et à tous, je souhaite une fructueuse session de travail. Je vous remercie. Dans le temps qui a été passé, nous pouvons constater qu'on a réalisé des avancements importants dans les différentes composantes du programme. Toutefois, il nous reste encore de grands défis que nous devons surmonter. Quelques composantes doivent être conclues, nous sommes sur le point de l'être, comme le cas de l'appui à la commission mixte, et d'autres en phase de possible extension, comme c'est le cas du composant de l'appui au commerce implémenté par Caribbean Export, et aussi l'appui au Pérou, et d'autres qui ont commencé récemment, comme c'est le cas de l'Observatoire binational que nous avons lancé hier, et les activités de sensibilisation du programme que nous avons lancé le 3 novembre dernier en relation composante et environnementale et le développement local qui se retrouvent dans leur première année d'exécution, et aussi leur composante d'infrastructure qui est en train d'être présentée et
qui présente déjà des avancements. Comme nous pouvons le constater, nous nous trouvons dans différents niveaux d'exécution du programme. Il est nécessaire de la rapidité de l'implantation des travaux dans toutes les composantes, dans le but de pouvoir respecter et atteindre les résultats qu'on s'est proposé d'atteindre. De notre côté, nous voudrions insister sur le thème de la durabilité. Il est important que les institutions puissent utiliser les outils qui ont été développés avec l'appui du projet et que la collaboration dans le travail dans les différentes institutions puisse continuer selon l'avis du projet. Nous considérons que ce programme est fondamental, est un projet outil fondamental pour les deux pays et qu'on envisage des actions qui ont été validées au niveau politique, comme par exemple l'appui au dialogue binational, le commerce, l'environnement et infrastructures qui sont liées au commerce, de manière qu'on puisse conclure que les résultats que nous nous sommes proposés soient remarquables et qu'ils soient, une fois qu'ils soient exécutés, qu'ils puissent se traduire au bénéfice de toutes les deux nations. Pour pouvoir avancer dans l'approfondissement de notre relation et structurer les relations et avec la volonté politique des deux pays qui ont manifesté leur volonté de renforcer le dialogue et la coopération binationale, tel que ça a pu être constaté dans les deux discours de Barahona de 2015 de cette année et qui ont été souscrits par les deux gouvernements. Finalement, je vous invite à participer de manière active dans les discussions qui vont se tenir aujourd'hui et demain, de manière à qu'on puisse compter d'outils qui puissent nous aider à l'implémentation du programme binational. Et je réitère notre gouvernement au gouvernement haïtien et de manière singulière à notre cher ordonnateur national du Fonds européen de ce pays, notre cher Charles. Dans le cadre de la vision qu'il faut dégager sur ce programme, nous avons le programme du PDLT et du PNUD qui est là pour accompagner ce processus, mais bien sûr il faut aussi de la clarté au niveau des attentes, des contraintes et de la marche à suivre. J'en viens aux autres actions, qui pour moi nécessitent aussi des mesures correctrices. La première concerne le très beau projet que nous avons inauguré hier, lancé officiellement hier, et qui se rapporte à l'Observatoire binational. Alors si on peut être très content que le démarrage a eu hier, on sait malheureusement que ce démarrage est un peu tardif et que le projet lui-même a pris un certain nombre de retards. Cet observatoire, je le rappelle, est voulu et conçu principalement comme un outil privilégié pouvant alimenter le dialogue politique dans le cadre de la commission mixte binationale. Et cet objectif ne peut pas être rempli si les travaux de réalisation des 4 diagnostics thématiques et de leur exploitation sous forme de publications, de forums et autres supports de diffusion ne sont pas finalisés avant la fin du premier trimestre 2016. Donc je me permets d'insister sur la nécessité, en effet, de respecter là aussi les calendriers. Alors hier, lors de l'inauguration, nous avons eu un exposé du recteur, M. Limard, qui nous expliquait, en long, en large, je dirais, les différences entre le temps long de l'analyse universitaire et de la recherche scientifique et le temps court, le temps éclair dans lequel travaille le politique. Je dirais que l'administration, elle, navigue un peu entre ces deux contraintes et doit trouver le juste équilibre. Ce faisant, l'administration, qu'on peut parfois qualifier de bureaucratie européenne, n'est peut-être pas toujours intelligente, comme ça a été dit hier. C'est d'ailleurs peut-être vrai de beaucoup d'autres administrations. Cela étant, je dirais que l'avantage de l'administration communautaire, c'est qu'elle dispose d'un cadre réglementaire, parfois perçu comme rigide, parfois perçu comme inflexible, mais qui pour nous est une garantie pour le citoyen, pour le contribuable, de la légalité
et de la régularité des actes et des financements. Au-delà, c'est aussi une obligation de rendre compte qui nous incombe, et c'est une exigence qui couvre là aussi et de plus en plus les résultats et l'impact de nos financements. Ceci me semble, et je propose que vous rapportiez ces propos à M. Lumarque, ceci me semble, moi, relever non pas d'une bureaucratisation ou d'élucubration particulière, mais simplement de la bonne gouvernance dont beaucoup d'autres pourraient aussi s'inspirer parfois. Je laisse de côté maintenant l'Observatoire, je passe à une autre composante sur laquelle je crois qu'il est important d'apporter des correctifs, et c'est l'impérieuse nécessité d'accélérer aussi la mise en œuvre de la composante d'appui aux douanes des deux pays, en particulier le volet interconnexion des administrations douanières. Cette infrastructure informatique et de communication doit permettre l'échange d'informations douanières entre les deux pays, afin de lutter plus efficacement, comme les deux pays le souhaitent d'ailleurs, de manière très claire, et comme les présidents d'ailleurs l'ont réaffirmé récemment, de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande, conformément au protocole binational de coopération signé en février 2014. Voilà, donc je crois qu'il y a là aussi un impératif pour nous. Cette année est marquée par le 70e anniversaire après la Deuxième Guerre mondiale et que le gouvernement du Japon a souligné l'importance de tirer des leçons de ce passé afin de construire le futur avec la communauté internationale dans la région Caraïbes et la République d'Haïti qui joue un rôle important. Le Japon a vécu pendant 70 ans. Je parle avec la fierté que nous avons rétabli de façon soigneuse et dynamique les relations internationales et qu'il veut assumer la tâche plus difficile et plus responsable. Le Japon a bien travaillé pendant 70 ans pour améliorer le niveau de vie et son propre système économique et technologique et social. L'expérience vécue n'était pas comme un conduit sur l'autoroute ni à la façon automatique. Mais il a surmonté beaucoup d'efforts individuels et autant collectifs. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je dirais que toutes ces expériences intérieures et de la coopération internationale ont abouti sur l'idée récente de sécurité humaine. D'un côté, il ne faudrait pas oublier une initiative internationale sur les objectifs millénaires et post-millénaires que nous attaquons ensemble pour diminuer la pauvreté, les conflits et l'instabilité sociale et sécuritaire. La politique de sécurité humaine est tout à fait compatible avec ces objectifs. Le Japon est intervenu dans différents pays, y compris Haïti, avec cette notion de sécurité humaine. La priorité récente quant à la coopération avec la République d'Haïti est dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Le Japon réalise ces coopérations à travers l'équipe de l'ambassade qui travaille étroitement avec l'Agence japonaise de la coopération internationale, la JICA, et ses chers partenaires de bail à fonds, ainsi que les organisations internationales. Je ne rentre pas dans le détail de chaque projet réalisé et qui sera réalisé par le Japon, mais depuis le terrible tremblement de terre en 2010, incluant la phase de reconstruction, autour de 100 millions de dollars américains sont destinés au projet en Haïti.
Ils sont affectés soit à la reconstruction de l'hôpital à Jacmel, qui est en collaboration avec le Canada, soit à la construction des ponts de croix de mission et de la route Neuve, soit au rétablissement du système d'eau potable à Berga, soit à l'aide alimentaire sous forme de dons, etc. Et pour cette année, j'ajouterai 4 micro-projets signés avec des ONG. Monsieur le chargé d'affaires, je me réjouis de constater que depuis leur formalisation au début des années 31, les relations entre Haïti et le Japon n'ont jamais trahi l'idéal qui a précisé à leur établissement. L'amitié entre les deux peuples s'est consolidée et a progressé d'année en année. Elle s'est manifestée et se manifeste encore en beaucoup de gestes solidaires au niveau de la coopération, tels que le montrent les interventions du Japon en Haïti dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la santé alimentaire et des infrastructures, grâce au dynamisme de son ambassade qui travaille étroitement avec la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. En tout état de cause, je suis certain que l'avenir garde de beaux jours à nos relations bilatérales, lesquelles sont basées sur l'amitié sincère entre les deux pays qui partagent beaucoup d'idéaux communs, dont la paix, la liberté démocratique, le respect des droits humains et l'amélioration continue du bien-être de leur population. C'est d'ailleurs l'attachement à ces valeurs qui guide aujourd'hui le gouvernement haïtien de sa détermination à apporter au Conseil électoral provisoire tout le rapport nécessaire à la réalisation des élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives dans le pays en vue de l'indispensable renouvellement du personnel politique. Monsieur le chargé d'affaires, je voudrais conclure pour mettre un feu à la manière d'un empereur comme le vôtre qui, au terme de sa mission, il a dit, Jules César d'ailleurs, je suis venu, j'ai vu et j'ai vécu. À la santé du Japon, à la santé de l'empereur, au nom du gouvernement, je souhaite longue vie à l'empereur.